Ça fait plus de 40 ans aujourd'hui que je suis en lien avec des tziganes, de près ou de loin, en tant qu'ami, en tant qu'intime de la famille, ou autant que comme objet d'étude ou de diffusion par le biais de la revue. Euh, ça fait- donc je me sens en droit de me dire euh, que j'ai peut-être un bilan à faire et savoir ce que j'ai pu apporter au terme de ces années de recherche, parce que d'une certaine manière, oui, j'ai fait ma thèse, donc là c'est un ensemble cohérent. Oui, j'ai fait des recherches sur l'immigration, c'est un ensemble cohérent. Non, je n'ai pas accompli ce que je recherchais en Roumanie, et faire un travail de terrain, d'autres que moi ultérieurement en font suffisamment aujourd'hui. Donc qu'est-ce que j'ai apporté? Euh, J'ai ouvert certainement des champs, ou contribué à l'ouverture de champs, notamment le regard vers l'Europe de l'Est, un regard différent sur les tziganes d'Europe occidentale. C'est vrai que proche, pendant un temps très proche de Patrick Williams, à sa suite, j'ai parlé non pas de groupe ethnique tzigane, si, un peu, mais plutôt de système tzigane, parce que pour lui, comme pour moi, la réalité tzigane se déroulait à travers un jeu de relations, des relations avec des gadgets, pas tous les gadgets, mais des gadgets spécifiques, et des relations au sein de groupes tziganes comme entre groupes tziganes. Et ce jeu relationnel, c'était ça qui identifiait, à un moment donné, eh ben, une tziganité, celle d'un groupe particulier. Et donc, vous comprendrez que, à la suite de cette vision, les anthropologues qui l'adoptent ne cherchent pas à rechercher dans le lointain passé indien, par exemple, la singularité identitaire des Tziganes. Ça n'a plus rien à voir. Et avec les historiens qui travaillent à partir des archives, notamment dans le monde occidental, je ne sais pas en ce qui concerne le Moyen-Orient, mais pour l'Europe occidentale, les archives concernant les Tziganes, c'est la fin du Moyen-Âge, c'est la Renaissance, et puis ce sont les temps modernes, etc. Donc c'est avec des archives qui parlent de gens du coin que l'on fait avec, que l'on établit un savoir. Donc, fort de ces éléments-là, eh bien, on parlera plus facilement de système tzigane. J'ai aussi parlé petit à petit de société tzigane, parce que malgré tout, je me suis dit, mais bon sang, ce sont des groupes qui ont des connaissances, qui développent de l'économie, qui ont des statuts juridiques, etc. etc. Bref, c'était une... il va falloir revoir parce que je suis déconcentré par cette espèce de cabot. Après autant d'années passées auprès des tziganes et ayant travaillé sur la problématique tzigane, songez-y, plus de 40 ans, je me suis demandé ce que j'avais pu apporter à la tziganologie, comme on dit entre chercheurs s'intéressant aux tziganes, ou à leur homologie, comme on est en train de dire aujourd'hui. Euh, Certainement pas. Enfin, qu'est-ce que j'ai pu apporter à travers des recherches accomplies, comme par exemple celle de ma thèse sur les manouches, mais aussi beaucoup de recherches inaccomplies, notamment ce que je n'ai pas fait en Roumanie et qui aura été fait par des chercheurs plus jeunes que moi par la suite, c'est-à-dire des monographies de longue haleine dans ces pays. Et puis il y a bien d'autres choses que j'aurais pu faire. Je pourrais faire une synthèse aujourd'hui sur l'immigration tzigane, mais qu'est-ce que j'ai pu apporter? Alors,
Bon, pour avoir été assez proche de Patrick Williams, d'abord au centre de recherche Tzigane et puis sur le plan strictement amical par la suite, j'ai comme lui plutôt parlé de système tzigane. Pourquoi système tzigane à la place de peuple tzigane, ethnie tzigane, groupe ethnique? Eh bien, parce que ce qui nous a paru essentiel, central et permettant d'expliquer la diversité tzigane et la situation des tziganes aujourd'hui, on a affaire en fait à de multiples jeux de relations sociales. Des relations avec des gadgets, mais des gadgets qui sont très différents les uns des autres dans les régions fréquentées par les tziganes. Et puis, au sein même des familles tziganes, tout le monde n'a pas la même humeur au fil d'une année, et donc il y a des relations plus ou moins conflictuelles, plus ou moins affectives entre les gens, et puis entre les groupes ethniques tziganes eux-mêmes. Et donc des gens qui viennent de différentes régions, qui ne se connaissent pas, vous pouvez penser par exemple à ceux qui sont ici depuis des centaines d'années et puis ceux qui viennent d'arriver comme réfugiés politiques. Ce n'est pas la même manière de se comporter en rue, ce n'est pas la même manière de se comporter vis-à-vis des gadgets, ce n'est pas la même manière de revendiquer une identité, une place dans la société. Et donc tout ça, c'est assez confus. Mais à travers l'idée du système relationnel, ça, alors on a un angle d'attaque intéressant. J'ai aussi parlé de société tzigane. C'est une façon plus personnelle, peut-être plus facile parfois sans évoquer le jeu des relations sociales, pour évoquer un groupe qui est tout à fait établi dans la société. Il faut quand même se dire que les tziganes ont très difficile pour échapper à une image qui leur colle juste depuis très longtemps et jusqu'à présent à la peau, c'est celle d'être des gens qui bougent, nomades, errants. Alors déjà, le nomadisme d'un point de vue anthropologique, ça ne correspond pas à de l'errance philosophique. Le nomadisme des chasseurs-cueilleurs est lié à un mode de production. Le nomadisme des péripatétiques est lié à un mode de production. Le nomadisme des nomades pasteurs est lié à un mode de production. Donc c'est quelque chose de sérieux, on va dire, pour les chercheurs sur ces populations. Bon, ça reste tout aussi sérieux lorsque ces populations se diluent ou se complexifient dans la sédentarisation progressive, qu'elle soit voulue ou pas. Et donc, l'idée de société permet au moins de se dire qu'il ne s'agit pas de gens qui viennent de nulle part pour aller nulle part, et ne sachant pas où ils sont, au contraire. Donc, parler de société. J'ai tenté aussi d'aborder dans mes écrits un ton qui était plus positif vis-à-vis des tziganes. Parce que très souvent, on en parle ou bien avec une certaine aigreur en disant qu'ils sont gêneurs, ou bien on ne voit chez eux que la pauvreté apparente. Alors, le nomade qui se déplace tous les jours, effectivement, il vit dans la précarité, et cette précarité, elle peut être lue comme pauvreté. C'est un fait pour certains, ça n'est pas le fait de tous. Donc, attention à ces choses-là. Bon. Alors, en dehors donc, de la recherche, de dire qu'il s'agit d'une société et d'une société de gens qui se reproduisent, qui ont des intentions de se reproduire en tant que groupe ethnique, en tant que groupe culturel. Et donc, cette idée de société me paraissait, en tout cas, une bonne entrée en matière chaque fois que j'allais pouvoir parler ou écrire sur les tziganes. Mais ça, c'est encore assez périphérique. Je crois qu'il y a deux choses importantes que j'ai pu amener. Il y en a une qui est reconnue totalement aujourd'hui, en tout cas parmi les chercheurs de langue française et au-delà. C'est le fait que j'ai pu conjuguer l'histoire et l'anthropologie. Je pense avoir été un des tout premiers chercheurs, en tout cas peut-être le premier en langue française, qui a construit son savoir anthropologique en sollicitant de manière égale et l'histoire et l'anthropologie. Alors j'étais seul à une époque, ça a fasciné des lecteurs, des gens qui ont suivi mon travail. Aujourd'hui, ça devient véritablement le b.a.-ba des jeunes chercheurs, notamment des historiens qui font de l'anthropologie, c'est systématique dans les dernières thèses, et à l'inverse, c'est quasi systématique aussi. Les jeunes chercheurs ne se contentent plus de faire un travail de terrain qui est réduit dans le temps. Au contraire, ils interrogent le passé des familles. Et puis de toute façon, je vous dirais que travailler dans des sociétés qui vivent, même de manière assez différente de la majorité des gens,
dans une société qui vit en période d'industrialisation, dans des sociétés qui sont ouvertes sur la globalité et la mondialité, la mondialisation, ben, vous ne pouvez pas vous passer de la diachronie, vous ne pouvez pas vous passer de ce que l'on dit sur elle, avec ce qui est écrit et de ce qui se dit sur d'autres groupes. Donc il faut effectivement développer une ethnographie qui sorte du localisme. Alors à toute sa saveur et toute sa pertinence scientifique en restant local, mais vous ne toucherez pas grand monde, je dis à certains collègues, vous ne toucherez pas grand monde si vous restez confiné à cela. Il faut absolument pouvoir interroger plus globalement, parce que nos interlocuteurs sont aussi des gens qui voient les choses plus globalement aujourd'hui, qui vivent les choses plus globalement. Alors, par rapport à cette Tsigane, mon intérêt est toujours là. Je suis toujours lié à la revue Études de Tsigane. Prochainement, je partirai à la retraite, mais je continuerai certainement à être là, installé, implanté dans le monde, enfin dans le milieu qui fournit le comité scientifique. J'aurais pu chercher à développer des thèmes de recherche qui soient probablement pas liés à un terrain lointain, mais à un terrain proche, et qui touchent pour autant des problématiques qui concernent de plus en plus de chercheurs, notamment parmi les jeunes historiens et les jeunes anthropologues. J'entends par là la situation des Tziganes au cours de la Deuxième Guerre mondiale et les conséquences mémorielles par après. Alors le champ mémoriel, je peux vous dire, pour quelqu'un qui depuis ses 12 ans est plongé dans l'histoire, ça me parle. Et ça me parle d'autant plus que ça me permet, sans être historien exclusivement, de parler du passé. Parce que la mémoire, c'est autant une affaire de choses retenues que d'affaires inventées sur le passé. Bref, c'est beaucoup plus ouvert que ce que l'on peut dire et du travail strict d'historien. Mais bien sûr, l'historien peut travailler aussi sur le cheminement d'une mémoire qui évolue. Bon. Mais donc ça m'intéresse d'un point de vue ethnologique. Alors j'aurais pu faire comme d'autres chercheurs, plutôt des historiens ceux-là, travailler sur la situation des Tziganes au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Cette situation, j'en ai parlé lorsque j'ai évoqué Jan Jours, elle a été extrêmement dure. Les Tziganes ont fait l'objet d'un génocide qui n'est d'ailleurs pas reconnu par tout le monde, ni partout, même en Europe, mais qui a touché pratiquement toutes les familles et qui a pris des voies différentes. À l'est de l'Europe, c'est un génocide qui est passé par l'action des Einsatzgruppen, un groupe de SS qui a été spécialisé ou chargé de la destruction des populations juives par le feu ou par le gazage dans des camions établis à cet effet. Et ils ont détruit toute une série de familles tziganes dans la foulée. C'est en Europe centrale plus particulièrement les camps de concentration, tous les camps de concentration, mais surtout Auschwitz, où il y a eu le Family Lager, le camp des familles dans lequel ont été parqués plus de 20 000 tziganes, et des tziganes qui ont été presque tous exterminés. Donc c'est une situation difficile, mais en Europe occidentale, la situation était tout aussi difficile. Par exemple, en Belgique, le pays était essentiellement sous la coupe de la Wehrmacht, c'est-à-dire de l'armée allemande, et donc la Gestapo avait aussi la possibilité de cerner les différents groupes tziganes, de les contrôler, de les sentir, de les découvrir comme tziganes, et donc de les envoyer vers les camps d'internement, les camps de concentration en Allemagne. Mais à l'inverse, en France même, il y a eu tout ce système des camps d'internement, c'est-à-dire d'abord de la stabilisation forcée et sur décision française au début de la Deuxième Guerre mondiale des populations nomades. C'était des gens qui potentiellement pouvaient servir de cinquième colonne, donc des espions à la solde de l'Allemagne. Toujours cette idée, ce fantasme que les tziganes sont des étrangers.
et dont il faut se méfier. Et donc, ces gens ont été d'abord stabilisés, puis cette stabilité ne suffisait pas pour faire fuir certains d'entre eux. Et donc, presque 70 camps ont été élaborés de manière plus ou moins euh, officielle et sophistiquée. Parfois, il s'agissait de mettre simplement des barbelés dans une carrière de pierre où étaient confinés 4-5 roulottes. Parfois ailleurs, c'était des camps, et des camps qui ont été peu à peu réduits pour des questions de contrôle et qui ont touché toute une série de familles, notamment des familles belges qui, se revendiquant comme belges, ont demandé à l'occupant allemand et à l'administration française sous obédience allemande d'être reconnus comme étrangers et de pouvoir être renvoyés en Belgique, mais en Belgique ils se renvoyaient vers la mort, puisque c'était là c'était le champ d'action de la Wehrmacht. Et donc, ces gens se sont retrouvés parmi les 350 personnes d'origine belge qui ont été parquées à Auschwitz. D'autres sont restés, d'autres Belges sont restés dans les camps d'internement jusqu'à la fin, d'autres ont fui ces camps et ont fait de la résistance. Enfin bref, ces camps d'internement, souvent gardés par des Français, des douaniers français ou des gendarmes français, mais où la Gestapo parfois avait le champ libre, eh bien c'était des terrains, c'était des camps où les gens ont beaucoup souffert et qui sont des lieux de mémoire, qui sont devenus des lieux de mémoire partagés aussi bien par les gadgets, donc les non-tziganes, dont certains ont lutté contre les systèmes nazis et autres, mais dont certains anciens ont vu des camps d'internement sans vouloir réagir contre ces camps d'internement. C'était des voisins gadgets, simplement. La prise de conscience de cette situation tzigane au cours de la Deuxième Guerre mondiale, elle est devenue importante. Mais elle est aussi devenue importante pour les tziganes. Alors pour les tziganes, c'est assez compliqué parce qu'une bonne partie d'entre eux sont des gens qui ont un rapport à la mort très sensible. En fait, la mort, eh bien, on n'en parle pas. Et donc, imaginez-vous, tout ce qu'une lignée a pu souffrir sur les 50, 60 dernières années, eh bien, on n'en parle pas. Ou on en parle de façon abstraite. On est passé dans les camps, que l'on soit passé effectivement ou pas. On est passé dans les camps. Et puis, mais on ne donne pas de détails. Il y a une pudeur à parler de cette période, une grande réserve, qui fait que, par exemple, j'ai rencontré des familles tziganes avec de nombreux enfants, qui étaient tous issus de familles ayant été marquées directement par l'enfermement, soit en camp de concentration, soit dans des camps d'internement français, et qui n'en disaient rien. Et c'est finalement un vieux voyageur français que je rencontre. On se rend compte en discutant qu'on a des points communs. Et après, il me dit, mais voilà, j'ai toute ma famille en Belgique. Et c'est comme ça que, après des dizaines et des dizaines d'années de silence, je me rends compte, tiens, des gens ont été effectivement liés à cette affaire de la Deuxième Guerre mondiale, mais ils n'en parlent pas. Et donc, j'aurais pu effectivement me lancer là-dedans. J'ai participé à des commémorations. J'ai, dans des colloques, fait des synthèses sur ce qu'on savait concernant les tziganes, la situation des tziganes au cours de la Deuxième Guerre mondiale en France et en Belgique. J'ai fait des choses comme ça, mais rien d'original. À ce titre-là, j'étais plutôt un passeur de mémoire plutôt qu'un innovateur en la matière. Par contre, la mémoire, oui, la mémoire, elle était pour moi quelque chose de très important d'un point de vue personnel. Et puis surtout, c'était une sorte d'antidote par rapport aux études tziganes. Pas la revue, mais les études sur les tziganes. En fait, j'ai surtout eu affaire à des gens avec qui il était assez difficile de partager l'enthousiasme de la recherche,
si ce n'est après coup. Et souvent, j'ai été sujet à des lassitudes. Moi, je me suis dit, et puis ces lassitudes, vous l'avez entendu, vous le savez, vous l'avez compris, c'est aussi bien vis-à-vis du milieu manouche en Belgique après une dizaine d'années, euh, qu'en Roumanie après encore là une dizaine d'années. Donc je voulais aller voir ailleurs. Et puis j'avais la perspective de cours qui m'était offert là à l'université de Louvain. Il fallait pouvoir les construire. Donc bien sûr, il y a les théories générales, mais bien sûr, les tziganes allaient y avoir leur place. Mais ce n'était pas nécessairement ce que je voulais. Par contre, j'avais d'autres intérêts qui relèvent du rapport à l'histoire et, et que je voulais rencontrer à travers notamment des exposés pédagogiques et des recherches sur le terrain avec des étudiants. Alors, il y avait notamment un cours d'anthropologie des lieux de médiation qui allait devenir, chez moi, anthropologie des lieux de communication du savoir ou de médiation mémorielle, et qui, dès lors, me permettait de travailler effectivement sur des lieux qui m'avaient marqué dans mon histoire familiale ou dans mon histoire plus personnelle. Alors, ça me ramène à mon enfance, d'une certaine manière. Parce que dans mon enfance, il y a d'abord l'expérience que j'ai dite, que j'ai reconnue comme étant fondatrice, celle de la rencontre de la diversité et de l'étrangéité, de l'exotisme, c'est l'arrivée en Tunisie et l'installation à Carthage, et la, la rencontre non seulement d'une Carthage de tous les jours, quotidienne, mais qui était celle de parents fonctionnaires internationaux et de fils de fonctionnaires internationaux partageant sa vie scolaire et de loisirs avec d'autres jeunes issus du même type de milieu. Bref, c'était vraiment quelque chose qui allait me permettre de rencontrer petit à petit, de prendre conscience petit à petit de l'exotisme. Et je me suis dit, mais finalement, j'ai envie de travailler sur Carthage. J'ai envie mais d'y faire quoi? Les ouvrages que je connaissais sur Carthage, c'était des ouvrages essentiellement d'archéologie et d'histoire. Et ça me fascinait. Et ça m'a toujours fasciné. Et si j'avais pu, finalement, je serais peut-être devenu un historien ou un archéologue du monde phénicien. Alors comment le réintroduire? Dans un cours, par un aparté quelconque, ou pour l'annonce d'un cours suivant, je dis, je vais parler de Carthage. Bon. Mais pour en faire une recherche scientifique, c'était tout autre chose. L'occasion m'a été donnée par le fait qu'un de mes amis était lui-même un historien issu de l'université de Bruxelles et qui était non pas inséré dans le milieu universitaire, mais dans un milieu de la recherche parallèle en Belgique. Et il appartenait à un groupe de recherche phénico-punique. Donc sur un groupe de recherche du FNRS, en plus de la Fédération nationale de la recherche scientifique, donc l'équivalent belge du CNRS. Ce groupe phénico-punique faisait un colloque. Nous sommes dans les années 90, courant des années 90. À cette époque-là, sur le plan académique, je suis membre du laboratoire d'anthropologie urbaine du CNRS. Et je tâtonne, comme je vous l'ai dit, sur le plan académique. Et donc, je vais écouter le colloque, parce que c'est un colloque organisé par ce groupe de recherche a lieu à Bruxelles, à la Générale de Banque. Et donc, j'écoute toute la journée, j'ai été fasciné. Je retrouve là des gens que je ne connais pas ou que je connais de nom, des chercheurs tunisiens, notamment un historien qui allait terminer sa thèse sur le monde punique en Tunisie, et que j'avais rencontré comme étudiant 10 années plus tôt, alors qu'on faisait que l'on était surveillant d'immeubles la nuit pour avoir un peu d'argent. Donc c'était des retrouvailles.
Et, et alors une autre retrouvaille, c'est celle, enfin, celle de Serge Lancel, que je ne connaissais pas. Mais Serge Lancel, c'est un historien de l'Université de Grenoble qui appartenait à l'école française de Rome, qui était très connu pour ses recherches sur le domaine carthaginois. Il a notamment travaillé dans le cadre de recherches archéologiques sur le site même de Carthage, des recherches menées sous l'égide de l'UNESCO. Également, il a écrit un ouvrage sur Hannibal, donc je connaissais Serge Lancel par tout ça. Et puis, voilà Tipa, Serge Lancel, qui voit que je m'appelle Alain Régnier, et il se fait qu'un très lointain cousin, qui était français, lui, et qui appartenait à l'armée française, au génie, avait fait des recherches, c'était un passionné lui-même d'histoire et d'archéologie, et il avait fait des recherches sur les fondations de la muraille carthaginoise, qui remontait à 146 avant Jésus-Christ. Donc il avait fait des écrits. Et donc il était connu, il m'a dit, alors vous faites partie de la famille. Je dis oui, mais de très loin. Et donc voilà, cette anecdote et cette occasion-là me plonge dans un monde que je commence à connaître. Et en même temps, ce groupe de recherche phénico-punique allait mettre en place, allait créer un objet de référence. C'était le dictionnaire de la civilisation phénico-punique. C'était dirigé par un professeur, M. Lipinski, de l'université de Louvain à Leuven, en région flamande. Et il y avait toute une série d'entrées à rédiger. Alors moi, ethnologue, anthropologue social qui n'avait pas mis les pieds en Tunisie depuis de multiples années, je n'allais quand même pas parler de l'anthropologie sociale des populations carthaginoises. Et donc c'est par deux entrées complémentaires, proches, que je suis entré dans cet univers, que je me suis cherché une légitimité, l'entrée anthropologie, mais physique, et l'entrée démographie. Et il y avait des liens à faire entre les deux. Et donc c'est comme ça que je me suis rapproché du milieu scientifique travaillant sur Carthage. Et puis, le laboratoire d'anthropologie urbaine m'a permis de faire une première mission à Carthage même. Et là, c'était tout à fait désarçonnant, parce que naturellement, je n'étais pas attendu par le milieu intellectuel tunisien. Le milieu intellectuel, lorsqu'on parlait de Carthage, c'était parler de l'Antiquité ou de l'archéologie, et donc c'était tout un domaine clôturé et bien circonscrit. Et si c'était parler de la ville, eh bien, c'était certainement pas de la ville antique ou d'une ville située en périphérie de Tunis. Non, c'était la ville arabo-musulmane, le, le cœur des souks, etc. Donc c'était ces villes-là dont il fallait parler, Kérouan, Tunis, deux, trois autres villes, mais certainement pas d'une ville antique. Alors, moi qui venais d'une ouverture conjuguant histoire et anthropologie, qui voulait refaire la même chose, ben, je n'avais pas beaucoup d'interlocuteurs qui me prenaient au sérieux. Et les premières réactions du milieu tunisien intellectuel à l'égard de cette recherche, ben, elles m'ont été communiquées de façon très différente, que ce soit à des colloques ou que ce soit en rencontrant des chercheurs. Alors je peux vous dire que j'ai des réactions qui sont extraordinaires. Un ethnologue, Mohamed Kérou, m'a dit, après avoir entendu parler de mon projet, il m'a dit, c'est une grande grâce qu'il t'ait donnée de pouvoir travailler sur Carthage. Je vous assure que j'ai ressenti ça avec toute l'émotion voulue, et le frisson me parcourt encore la colonne vertébrale. C'était assez extraordinaire. C'était à mettre en lien avec ce que m'avait dit un guide sur le site archéologique de Carthage, un guide tunisien qui me disait, en constatant que les fouilles archéologiques ne donnaient plus rien, que systématiquement on détruisait le tissu archéologique, et il me disait, mais tu dois prolonger tes recherches, tu dois les poursuivre, parce que quand il n'y aura plus rien, il restera la mémoire de tout cela. Et il me disait ça à moi. Et c'était quelqu'un qui était d'une dignité extraordinaire. Donc voilà des
des données positives, mais à l'inverse, j'avais des chercheurs qui me disaient, mais enfin, un anthropologue n'a rien à voir, n'a rien à faire dans l'étude d'une ville antique, et puis Carthage n'est pas une ville. Carthage, c'est la Médina. Pardon, la ville à étudier, c'est la Médina, et des choses comme ça. Et donc j'avais vraiment autant de rejets que des éléments positifs. Néanmoins, je me suis lancé dans cette étude-là. Et c'est sur cela que je voudrais revenir maintenant.